pour moi, là, c'est pas forcément le truc qui est en galerie et qui... Il y a un groupe de gens qui décident ce qui est là, ce qui est pas là. Et c'est qui ces gens? Do you really want to say that? Je m'appelle Shayna Clay. Je suis artiste plasticienne vivant à Paris. Au fil de ces dernières années, j'ai filmé ma vie ainsi que le créatif qui m'entoure à travers les interviews et les vlogs et les ai diffusés sur le web. Quand on parle du monde de l'art, le premier réflexe des gens serait de penser à New York. Quand on parle du monde de l'art à Paris, les gens sortiraient de noms tels que Picasso, Monet ou bien Rodin. Mais ils ne savent peu ou rien à propos de la scène contemporaine d'aujourd'hui à Paris et les nouvelles générations d'artistes sont en train de la façonner. Aujourd'hui, j'ai envie de réaliser des portraits plus fournis sur les artistes que je connais et que, à mon avis, vous devez aussi connaître. Il s'agit d'une rencontre privilégiée où on parle de leur travail, leur parcours, leurs envies, leurs peurs, leurs avis sur le monde d'art actuel et surtout, qu'est-ce que ça signifie d'être un artiste aujourd'hui. Ce sont les artistes de demain. Pour ce tout premier épisode, on se retrouve en école d'art en région parisienne, où moi-même j'étudie. L'école d'art est considérée comme une première étape importante dans la carrière de beaucoup d'artistes. Surtout, il y a du temps pour créer et se créer soi-même. J'ai décidé de filmer et d'interviewer 3 élèves avec des pratiques très différentes en plein passage du diplôme. Nous avons pu discuter de plein de choses autour de l'art et vous verrez que bien qu'ils soient dans la même école, ils ont à chacun leur propre parcours, sensibilité et unique vision du monde autour d'eux. To be an artist, you have to be emotionally intelligent in a way. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de l'être et du coup, they shit on other people's. Tu vois ce que je veux dire? They're so frustrated about themselves. En fait, c'est comme ça dans la vie. Quand tu vois quelqu'un qui arrive à être quelque part où toi tu n'arrives pas, t'as pas accès à cet endroit-là, et tu commences à trouver toutes les raisons pour dire qu'en fait cette personne c'est de la merde, tu vois. Et c'est la même chose, c'est que ils sont pas connectés à cette partie d'eux-mêmes et c'est pas grave, mais they make it like a big deal. Tu vois ce que je veux dire? Et I think they're more frustrated than anything else. Je m'appelle Aminata, j'ai 22 ans, 23 dans un mois. Et je fais de la peinture. Je sais pas si j'ai voulu être artiste ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours une affinité pour les couleurs et les matières. Et depuis que je suis petite, je suis obsédée par le textile. J'avais 1 an, j'allais dans le placard de ma mère et je touchais tout et je regardais tout. Et là, elle me disait, ouais, toi tu vas finir dans la mode et tout, c'est ce que tu veux faire, etc. Je sais pas si c'était un monde fantasme que je me faisais dans ma tête et que c'était une utopie, mais pendant longtemps je voulais travailler dans ça. Et puis après, je suis sortie du lycée, je suis allée en prépa parce que je voulais faire la mode. Puis je me suis rendu compte que j'avais plus de sensibilité à tout ce qui était matière et couleur. Et au fur et à mesure de l'année, en prépa, je me suis rendu compte que j'étais pas passionnée par ça. Et je sentais que si je faisais ça, j'allais pas vivre quoi. Je pense qu'on n'a qu'une seule vie. C'est très important de se rappeler ça, on n'a qu'une seule vie et
Je suis pas quelqu'un qui veut forcément vivre les 400 coups ou quoi que ce soit, mais il faut pas perdre le temps. Si on a des choses à dire dans ce monde, il faut le faire. Si on a des expériences qu'on veut vivre, des choses qu'on veut partager avec certaines personnes, il faut le faire. Et il ne faut pas s'excuser d'exister. Donc voilà. Et je trouve que c'est important le travail qu'on fait parce qu'on permet aussi de dire qu'il y a différents modes d'existence. Je m'appelle Elisabeth et là, vous voyez mon diplôme de 3e année. Quoi d'autre? T'as pas des questions à me poser? Oui, bien sûr. Là, je suis en train de décrocher parce que c'est un peu la course. On est censé s'entraider et il y a plusieurs personnes qui passent dans les mêmes salles, des jours différents. Donc on accroche, on présente notre diplôme au jury, puis ensuite on décroche. Et c'est un peu comme travailler au théâtre. J'avais envie d'être soit cinéaste, soit médecin. J'ai commencé par la médecine. Désolée, je bouge dans tous les sens. Il y avait quelque chose en moi quand j'avais commencé les études de médecine qui était triste de renoncer à la carrière de cinéaste, en tout cas à cette option-là. Mais quand j'ai arrêté médecine, il y a aussi quelque chose en moi qui était triste de renoncer à cette part-là parce que je pense qu'on veut beaucoup ici segmenter les gens dans des cases. Et je pense qu'il y a eu une époque où c'était pas le cas. On pouvait avoir plein de casquettes. On pouvait être philosophe, médecin, botaniste, sorcière, acteur, je sais pas moi, postier en même temps. Et j'aimerais bien que les gens soient plus libres d'être les différentes facettes d'eux-mêmes tout le temps. T'as toujours voulu faire l'art? Ah non, pas du tout. Non, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans où je me dis que j'ai une pratique artistique qui vaut le coup d'aller en école d'art et de pousser. Mais avant, en fait, j'ai un parcours, en fait, j'ai un CAP, un bac professionnel en communication graphique, donc ça c'est jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Après, je suis allée à la fac en licence en art plastique, j'ai mon master en art plastique toujours, que j'ai mis du temps à faire parce que j'ai bossé à côté et tout ça. Et après, en fait, j'ai demandé un travail à Cergy. Et j'ai été prise, ça c'est il y a 2 ans. Mais ça fait vraiment 2-3 ans où je me dis que je peux pousser une pratique artistique. J'ai toujours eu cette peur. On a tous fait des journaux intimes quand on était plus jeunes. Et on racontait nos vies et on faisait le bilan de la journée. Et moi, j'avais peur qu'on arrive à lire mon journal. Donc du coup, je mettais des langages codifiés, donc je parlais bien anglais, donc j'ai incorporé des mots en anglais. Et je utilisais tout ce melting pot de petits trucs, petites langues là que je connaissais pour utiliser un langage codé. Et ça fait que moi, quand je relisais mes trucs de la journée, je comprenais rien du tout, tu vois. Ça arrive au point où genre, je voulais tellement me cacher du monde et de pas révéler mes secrets que moi-même, je ne les comprenais plus en fait. Et dans mon travail, je pense que inconsciemment, j'ai voulu répliquer ça. C'est la page déchirée du journal intime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une fois que le 3e, 4e jet est installé sur la peinture, c'est là qu'elle commence à avoir une part de vérité ou d'authenticité et d'honnêteté. J'ai pas la prétention ou assez de connaissance globale de ce qui se passe autour de moi pour parler du collectif, mais pour moi, à travers l'individuel, à travers moi, je parle du collectif parce que je parle de trucs traumatiques qui sont passés dans ma vie, que j'ai vécu. Je parle aussi de ma position en tant que descendante africaine mais qui est née en France et tout ce rapport-là que tout le monde a, que la France et le Mali ont avec moi, où on me dit toujours que je viens d'ailleurs, que je viens d'ici. Au Mali, on me dit t'es la française et ici on me dit t'es malienne, tu vois. Et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup perturbée. Et donc ça vient de ça, et on trouve aussi beaucoup de références au textile de chez moi, comme le bogolan ou le wax, des choses comme ça. Quand est-ce que tu sais quand ton peinture est finie? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas... Très bonne question. C'est ce que je disais sur le fait
toujours dans cette politique d'addition. Moi, je suis toujours dans le more and more and more. Mais il y a un moment donné où ça tuait trop mes peintures. Et pour moi, la manière de le combattre, c'était de laisser du blanc. Parce qu'avant, je ne laissais pas du tout du blanc. Et savoir quand la peinture est finie, je sais pas, mais tu sens que si tu vas trop loin, tu vas gâcher quelque chose. Est-ce que tu peux, parce que ça c'est la première fois que je te vois faire ça. Est-ce que tu peux me expliquer ce que tu es en train de faire? Enfin c'est beau, mais ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Il y en a qui supportent pas l'odeur. Ah, j'adore. Les cires de deuil, c'était une pratique qui se passe, c'était un objet, une pratique, un objet, un rituel dans les Pyrénées, surtout vers Lourdes, dans ce coin-là, même si ça s'est un peu étendu. Quand il y avait une personne qui mourait en fait dans une famille, oui. Il y avait donc des très très longues mèches de cire qui étaient fabriquées et ça s'appelait des cires de deuil. Et ces très longues mèches, en fait, elles pouvaient être fabriquées sous forme de spirale, mais de 1 mètre, voilà. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'en faire une réinterprétation contemporaine pour un espace un peu d'exposition. Et je fais en fait une mèche de maximum 1 cm de diamètre. Là, celle-ci, elle fait 70 mètres. Avec les 2 tambours, en fait, on peut enrouler les mèches comme on les fait, qui font un va-et-vient. Pour après, en fait, au milieu, elle passe dans la cire. Et ça fait du couche par couche. Donc pour 1 cm, il y a une dizaine de couches. Et pour ton diplôme, est-ce que tu veux exposer l'objet aussi de travail, ça, c'est une question que je suis en train de me poser. Je trouve ça super beau. Tu vois, même les gestes en soi, c'est beau. Ouais, je sais. Non, je sais pas, je me vois pas faire. Mais je sais que ça peut être intriguant. Oui. Et pourquoi t'as commencé, c'est quoi qui t'a passionné à propos de cette... C'est l'étrangeté de l'objet à la base. Ouais. Ah oui, parce que c'est... attends. Là, t'as des images. Ouais. Des dessins, en fait, sur les objets qu'ils faisaient. Et du coup, tu as découvert ça et tu te dis, ça m'intrigue tellement que j'ai envie d'essayer de voir comment loin je peux le pousser. C'est ça. Et je savais pas du tout comment j'allais le pousser, comment j'allais travailler dessus. Parce que, et là, c'est le mur, ça c'est quelque chose d'autre aussi. Est-ce que tu fais avec cet objet et puis tu mets au mur après? Ouais, c'est ça. En fait, parce que les cires, en fait, je sais pas si je te l'ai dit, il les faisait brûler pendant 1 an. Pour se souvenir de la personne qui était morte. La première fois que j'ai présenté cette recherche-là à l'école, j'avais fait juste une première mèche de cire de 1m60-70. Parce que j'avais pas toute ma machine. T'étais pas au fond de la délire. Dans mon salon en train de faire ma mèche. Oui. Et donc je la présente au mur. Je l'avais jamais allumée. Je venais juste de finir la mèche. Donc je l'allume et là en fait j'ai vu que ça faisait 2 traces. Oui, tout le monde m'a fait les remarques aussi. Donc la trace de suie qui part vers le haut. Et donc là en fait il y a la cire qui a brûlé, qui fond, qui descend. Enfin voilà, et c'est une rémunération avec 2 traces de la personne qui est décédée. Wow. Il y a toutes sortes de manières d'avoir une expérience vidéo. Et au cinéma, on voit des films, ok, on les voit en entier, mais on voit qu'un certain type de cinéma. Et c'est un peu consensuel. Moi, je m'ennuie de ça et j'aime bien, ce que j'ai apprécié dans les espaces de galerie ou d'exposition, c'est qu'on peut voir aussi un autre genre, d'autres registres, d'autres manières, d'autres styles de narration. On peut voir des choses plus expérimentales, des choses qui sont à la limite de l'installation de l'ambiance. Qui sont des expériences. Alors ça, c'est un petit cours que j'avais fait au printemps. C'était un peu une proposition
le foyer en fait. C'est une maison qui pour moi a été perdue depuis longtemps et dont je n'essaye pas forcément de me rappeler au quotidien, parce que je pense que c'est un peu ça quand on quitte le foyer, surtout quand on est jeune, on va de l'avant quoi. On fait des rencontres, on fait ses études. Bien sûr, parfois on va retourner voir ses parents le week-end ou les vacances, mais on n'est pas dans un souvenir, je pense, constant de la maison. Elle s'efface un peu. Et moi, d'autant plus qu'elle n'existe plus physiquement, donc en fait, je n'ai jamais pu retourner là-bas, j'ai jamais pu retourner pendant des vacances familiales ou pendant des week-ends. C'est comme si c'était une partie de ma vie révolue et auquel je ne reviendrai jamais plus. Et donc j'ai écrit ce petit poème qui décrit ce sentiment-là. Voilà. It shows a new house under construction. Small, It shows a new space under construction. crowded, It shows a new comfort under construction. cozy, It shows a new furnitures under construction. affordable, Dispositions, ephemeral, circulations, undefined, footsteps, astounding, sounds, aggressive, lights, soft, neighbors, weird, neighborhood, popular, surroundings, unsettled, ghosts, sticky, traditions, new, home. made to measure, Traditions? traditions, Darkness, grayish, atmosphere, still, shadows, strange, intimacy, wanted, boundaries, fragile, secrets, revealed, duties, shared, hierarchy, abolished, rules, spontaneous, fears, relieved, faces, loved, solitude, broken, deceptions, casted away, expectations, eagerly, dramas, reborn, reunions, priceless, stories. unearthed. Quand je n'étais pas en train de les interviewer, j'étais occupée avec la préparation de mon propre diplôme. Grâce à ces discussions, j'ai commencé à apprécier à quel point il y a diverses manières d'aborder la création et qu'elles sont toutes valides. Que ce soit la recherche comme Dorian ou la création de l'univers poétique d'Aminata, on a tous quelque chose d'unique et beau à offrir à ce monde. Elisabeth avait raison. Nous sommes mis très souvent dans des cases, mais c'est à nous d'introduire de nouvelles règles. Je pense que c'est impératif qu'on partage nos expériences et apprenions les uns des autres. Dans cette prochaine partie, c'est ce que nous essaierions de faire. On est né artiste ou on devient? On le devient, mais on a peut-être tous le potentiel à l'être. Mais on le devient parce qu'il faut s'affirmer, c'est pas évident de donner sa voix, enfin d'affirmer sa voix par rapport à celle des autres, même de considérer que ce qu'on a à dire, ça puisse intéresser les autres. Je pense qu'à mon être particulièrement narcissique, naturellement, c'est pas évident en fait. Ouais, non. Il faut être capable de se dire, voilà, il y a quelque chose que j'ai à dire sur quelque chose qui est différent de la manière dont une autre personne le dirait, et ça vaut la peine, il faut que les gens l'entendent. Peut-être ça peut servir, et en tout cas pour moi, c'est un besoin vital en fait. Moi, je pense que la notion de talent, c'est un truc très mystique, comme l'artiste, le génie chez les artistes. J'y crois, mais j'y crois pas, quoi. Je pense que, par exemple, un truc con, quand j'ai commencé à la peinture, je n'avais pas une grande pratique du dessin. J'étais même très insécure, que la peinture à l'huile, ça m'effrayait. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai continué l'acrylique. Et c'est des choses qui s'apprennent, mais il faut avoir quelque chose. Il faut savoir se projeter, comme il faut savoir se poser des questions, être en doute. Pour moi, les gens qui sont jamais en doute dans leur pratique, ça m'affole. En fait. Je me dis que ça va jamais mûrir. Et aussi, je sais qu'il y a plein de gens qui font de l'art parce que c'est passion, quoi. Je sais pas. C'est parce que moi, je me dis depuis qu'on peut le faire, enfin que tout le monde peut être artiste. Mais je sais que en parlant avec ma famille ou des choses comme ça, tout le monde me dit c'est pas possible, je pourrais jamais faire ça. Et est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a que certaines personnes qui peuvent le faire, je sais pas.
S'il y avait une chose que tu pouvais changer dans le monde de l'art, qu'est-ce que tu changeras? Je sais pas, Tu t'en fous, toi? Mais ouais, non, mais... le monde C'est dur de dire comme ça Bah aussi. ouais, parce que... Peut-être plus de femmes, non? Oui, plus de femmes, mais bon, ça, il faut se battre, quoi, parce que... Après, c'est vrai que un de mes projets, les cires de deuil, à la base, c'était fait par des femmes. Hein. Ouais. Pour moi, là, c'est pas forcément le truc qui est en galerie et qui. Il y a un groupe de gens qui décident ce qui est là, ce qui est pas là. Et c'est qui ces gens? Do you really want to say that? Bah, en fait, il faut pas être dupe, ceux qui. L'art, c'est élitiste. Mhm. Enfin, l'art, la structure de l'art comme on la connaît quand on parle d'art, on parle pas de ce qui se passe dans la rue, on parle de choses très bien précises. Et c'est les gens qui ont le capital, qui vont à la Biennale, et, qui achètent, Qui décide. Voilà, qui décident de ça en fait. Mm. Et, mais j'ai toujours eu de l'espoir parce que depuis que je suis ici, même si ça n'a pas la même portée, j'ai remarqué qu'on est beaucoup à vouloir faire des choses ensemble, à créer des événements et à créer des expos et plein de choses qui font que je pense que ça changera un jour, mais ceux qui vont acheter resteront les mêmes, quoi. Mm. J'aimerais que l'art soit plus accessible en fait. À tout le monde? À tout le monde, pas forcément dans le discours de l'art, mais même dans la production de l'art. Je trouve que même en tant qu'artiste en ce moment c'est très difficile d'être financièrement, même au niveau de la crédibilité ou de la perception que les gens ont de nous, on n'est pas toujours vus comme des membres vraiment actifs de la société et ça je trouve que la société ne reconnaisse pas ce que l'art nous donne et en quoi elle est fondamentale pour la consolidation de la société, de la culture, du lien entre les hommes en fait, et les femmes. Ça, je trouve qu'on ne rend pas assez cette part-là noble et on n'exploite pas assez l'art. Voilà. Donc. Mm. Il y a ce truc aussi, quand t'es en école d'art, genre, t'as l'impression que tu dois être un érudit aussi, tu vois. Mm. Si tu connais pas tel artiste, tu connais pas Louise Bourgeois, oh my god, comment tu la connais pas, si tu t'intéresses pas à ça, etc. Pour moi, au début, c'était un complexe, j'étais en mode et dans mes présentations, je sais pas si t'as remarqué, dans mes présentations en première année, genre je parlais pour faire en sorte que les autres ne me posent pas de questions. Là, j'ai remarqué depuis ma première cordie cette année, c'est que je parlais, je disais ce que j'avais à dire, et ensuite je laissais les autres parler. Des fois, il y avait des silences et ça m'angoissait pas, parce qu'à un moment donné, il faut regarder. Et vraiment, ce truc-là, what is art and what is not. J'ai entendu d'autres élèves en école d'art, peintres, qui parlent du bien peint. Mm-hmm. Du bien peint et le reste, tu vois. C'est-à-dire? Je sais pas, pour moi, quand on parle de bien peint, c'est dans une tradition de qu'est-ce que est la peinture et dans l'outil en soi, en fait. Et La technique, quoi. dans la technique, mais aussi, tu vois, you know when you see a painting and you're like, wow. C'est bien peint. Tu vois ce que je veux dire? It's well made. Tu vois, pour moi, c'est un côté un peu artisanal de la chose et tout. Et pour moi, c'est une manière élitiste encore de séparer ceux qui savent faire et ceux qui savent pas faire. En fait. Du coup, j'étais en mode, ok, c'est bien le bien peint et tout, mais à un moment donné, je pense que c'est encore une autre forme que nous, on utilise sur les autres pour dire if your art is valid or not. Emotional intelligence is looked down upon, tu vois. That's the thing that people are making it to be like, you're kind of out there in your mind and it doesn't matter, you have to be down to earth. Doesn't mean I'm not down to earth. It means that I'm emotionally intelligent. And this is what I want to give to people. Je suis tout le temps pas forcément dans une phase de doute. En fait, la phase de doute, je l'ai surtout au niveau de l'accrochage. Tu vois, les derniers jours, ça a été plutôt... Je me suis posé énormément de questions, j'ai eu besoin de poser énormément de questions et de faire un dialogue avec
certaines personnes, profs de l'école. Ouais. Mais après, dans la façon dont je gère mes projets, maintenant, j'ai une façon assez bien méthodique de les faire. Donc à ce niveau-là, c'est plus vraiment le doute, c'est juste la recherche. Et dans ce cas-là, il peut juste y avoir des moments où je sais pas trop où je vais, mais je sais que je cherche et qu'à un moment je vais trouver. Tu vois, et il y a des très bonnes trouvailles à certains moments. Et d'arriver à créer un espace de concentration où les gens vont pouvoir rester concentrés, même s'ils voient que 30 secondes. En 30 secondes, ils vont pouvoir bien saisir les choses. Ça, c'est le plus difficile de faire coexister parce que les vidéos, il y a souvent du son, en tout cas dans mon travail, et ça peut vite parasiter une autre vidéo qui sera plus loin. Donc c'est plus des histoires d'espace, de pas que les projets ils empiètent les uns sur les autres. C'est plus compliqué. Maintenant, choisir des petits éléments, des petits fragments d'un film long. Ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi d'apprendre à savoir qu'est-ce qui est vraiment important dans le film. Peut-être que s'il y a des éléments qui sont moins importants que d'autres à montrer, c'est peut-être parce qu'ils n'ont rien à faire dans le film. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'aller en école d'art pour réussir d'être artiste? Non, je pense pas que c'est nécessaire parce que il y a des gens qui ont besoin de la structure de l'école, qui comprennent pas forcément tous les enjeux que c'est d'être artiste et qui ont besoin d'être à l'école. Et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas besoin de ça, quoi. Donc il faut pas, je pense pas que tu as besoin de passer par la case école d'art, mais je pense qu'on a tous besoin d'un maître, entre guillemets, quelqu'un qui puisse regarder ton travail comme il le faut, quoi. Oui. Après, je pourrais te dire tout un discours, oui, mais... Non, mais je trouve ça bien que tu sois honnête, c'est bien que tu sois... Il y a des artistes autodidactes qui sont pas allés en école d'art, il y en a très très peu. Et le monde de l'art français fait que quand tu passes par une école d'art, et il y a différentes écoles d'art et différents statuts et niveaux d'école d'art, on peut te prendre beaucoup plus facilement au sérieux en fait quand tu sors d'école d'art, parce que tu as déjà ton réseau, les profs te connaissent et voilà. Est-ce que tu as une idée dans un monde parfait, qu'est-ce que tu voudrais faire après l'école? Tu vas être plasticien à temps plein, ou tu as envie d'avoir ton propre atelier, tu as envie de travailler avec les autres? Ben moi, plasticien à temps plein, non, parce que je sais que ça va me rendre folle. C'est vrai? Regarde déjà dans ton atelier toute avec le brûleur sur la lumière. Oui, tu vois, tu tournes au bras, je suis super clean et tout. Et non, mais en fait, je sais qu'ils peuvent mettre le feu à l'école à tout moment. Mais non, c'est au niveau en fait de la précarité du fait d'être artiste à temps plein, c'est hyper précaire. Ouais. Et après, j'aime bien l'enseignement. Qu'est-ce qui rend un prof bien en école d'art? Après, en fait, c'est pas tellement un prof, la pédagogie, ok, mais c'est une rencontre aussi. Parce que Sénam, elle peut être super dans la conversation qu'on a avec moi, mais avec une autre personne, peut-être que ça passe pas. Donc c'est une question de goût personnel, peut-être. Oui, de goût personnel, de discours qu'elle peut avoir, qu'on peut entendre aussi, parce qu'à certains moments de notre pratique ou de notre vie, il y a certaines choses qu'on ne peut pas en fait entendre. On ne peut pas comprendre et c'est ça. Il y a une époque où je pense que j'avais la même haute impression de moi-même, qu'un artiste réussi, c'était un artiste qui gagnait de sa pratique. Et j'ai complètement changé d'avis parce que déjà j'ai l'impression que faire autre chose que ce qu'on fait tous les jours, c'est une chose qui déjà nous nourrit. Ça permet aussi d'être en relation avec le monde parce que franchement, être tout le temps dans son atelier, très peu pour moi. Puis aussi, ça donne aussi une liberté, une forme d'indépendance par rapport à sa pratique. On peut avoir des moments de creux, des moments où on a envie aussi d'arrêter de sa pratique, de passer à autre chose, de voyager ou de rentrer dans des choses complètement différentes, de faire des pauses. En fait, l'art, c'est très difficile quand on en devient dépendant aussi, d'une manière financière, je trouve. Et quand même, c'est quand même l'idéal, mais si tout dépend de ça, je sais pas. C'est pas un truc. Il faudrait que je. Enfin, en tout cas, je ne vois plus du tout le fait d'avoir un travail qu'on appellerait alimentaire comme quelque chose de ridicule, d'ingrat ou de un peu. Pour moi, ça veut pas dire que je suis un artiste raté, qui n'a pas assez de renommée. D'ailleurs, il y a beaucoup de très grands artistes qui ont tenu à continuer à avoir ce genre de travail
à côté. Il y en a aussi qui ont été découverts plus tard parce que ce qui fait de toi un artiste renommé qui vivra substantiellement de ce que tu fais, ça dépend beaucoup du marché. Ça dépend aussi de moments de mode. Et quand on veut être dans quelque chose qui n'est pas encore apprécié au moment où on le fait, en tout cas par les autres, parfois il faut accepter de ne pas en vivre, quoi. Mais persister dans l'art, c'est une vertu importante. Si t'es pas capable de résister aux problèmes financiers, Est-ce que tu as un plan un peu pour après? Parce que je pense que c'est très abstrait de dire ok, j'ai envie d'être cinéaste et tout, mais est-ce que tu t'es dit ok, je vais écrire ça et puis je vais essayer de trouver des contacts et puis je vais essayer d'entrer dans un festival? Enfin, parce que je pense que des gens qui ne font pas ça, ils se disent ah, bah ça a l'air très bien, mais comment si par exemple eux ils voulaient faire, c'est difficile de dire. Enfin, tu vois, on voit pas vraiment les démarches que ça prend. Des projets, j'en ai plein. J'ai des scénarios à l'appel que j'ai envie de réaliser, j'ai des projets de pièces de théâtre, de livres, déjà dans mon esprit qui sont là en fait, qui n'attendent que le temps, que du temps pour pouvoir vraiment les mener à fond. Et une fois que tu l'as fait, tu veux l'envoyer pour le festival, c'est ça? Alors, j'aimerais bien, dans le film que j'ai présenté au diplôme, j'aimerais bien s'il est fini le présenter en festival. J'en ai parlé à mon actrice. Cannes, Sundance, voilà. Toronto. Non mais bon après. Parce qu'il faut aussi se dire, je suis arrivée à un moment de mon travail, à un aboutissement, où là je pense que ça peut être montré à un public plus large. Genre je rentre dans la cour des grands quoi. Tu vois ? Est-ce que tu penses que c'est plus dur pour d'être reconnue en tant que femme artiste? J'ai l'impression que je fréquente énormément de femmes dans le monde de l'art. C'est vrai, hein, elles sont très nombreuses. Elles sont les plus nombreuses. La question c'est pas leur présence, la question c'est quel poste elles occupent. Au vu de leur expérience, de leur capacité, etc. Par exemple, tu trouves que des femmes, il a quoi comme poste qui est différent que les hommes? Après, je ne ferai qu'énoncer des statistiques, mais effectivement, en termes de professeurs d'art, d'école d'art, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. En termes de femmes à la tête de grandes institutions culturelles, il y en a beaucoup moins, pareil. Il y a peu de femmes qui sont à la tête des FRAC, des fonds régionaux d'art contemporain. Et aussi, apparemment, ça c'est encore la statistique, en termes de femmes, de pourcentage qui vivent de leur travail. Ou qui sont en termes de nombre de publications, d'expositions personnelles, de rétrospectives. En ce moment, il y a une grande mode de faire des rétrospectives sur des pionnières dans l'art, mais qu'on découvre quand elles ont genre 90 ballets ou alors elles sont déjà mortes pour certaines. Là, il va y avoir une exposition sur Kiki Smith bientôt. Pareil, il y a Dora Maar qui est surtout connue pour avoir été la compagne de Picasso, mais qui était une artiste qui maintenant, là, elle a le droit à son exposition, à son Pompidou. Dans un monde parfait, qu'est-ce que tu ferais pour gagner ta vie et tout? Tu serais artiste à plein temps? Dans mon monde idéal, j'aurais un studio très lumineux. Très lumineux. Un atelier très lumineux. À Paris. Pas forcément à Paris, je pense que. Moi, je n'ai pas forcément envie de rester à Paris pour des raisons X ou Y. Paris, c'est bien, mais j'ai envie de voir ailleurs. Et voilà, moi, ce serait idéal pour moi. Peut-être peintre à plein temps et vivre de ça, quoi. Comment tu sens si quelqu'un a envie de l'acheter? Est-ce que tu es un peu protectrice, je suis pas prêt, ou est-ce que ça te dit que j'en achète parce que c'est une question de... En fait, ça dépend. Moi, si quelqu'un veut acheter mes peintures, j'ai besoin que ça soit pas un achat pas réfléchi dans le sens it's free to put in my house, tu vois. Donc, I think il y a des gens qui disent j'aime bien ce que tu fais et il y a des gens qui disent j'aime bien ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? And the tone is different. Depuis le commencement de cet épisode, les filles que j'ai interviewées se préparaient toutes pour leur grande journée de passage de diplôme. C'est un moment qui valait 3 ans de travail, où elles doivent défendre leurs choix artistiques devant un jury de 3 professionnels du monde de l'art. C'est un temps de bonheur mais aussi de stress, parce que les enjeux sont assez élevés. J'ai eu l'opportunité de filmer et suivre Elisabeth le jour de son diplôme et pendant sa présentation devant le jury. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on est en train de faire? On est en train d'attendre le jury d'Elisabeth parce qu'elle va commencer son diplôme dans 100 minutes. Alors on va voir si le jury arrive et après on va rentrer au
sans remarquer, sans bienvenue chez le diplôme d'Elisabeth. Est-ce que tu penses que ça va bien passer pour elle? Elle va sûrement avoir la félicitation. Dis pas ça parce que si elle a pas, je vais couper ça. Ouais, parce qu'elle parle super bien de son travail. Oui, c'est ça. Elle gère bien le travail, elle est bien professionnalisée dans ce domaine de vidéo. Alors, je pense que... Ouais. Ok. Maïs qui monte l'escalier. On se coupe pour un autre jour. Alors, je vais commencer cette présentation en vous présentant le travail qui pour moi est le plus abouti jusqu'à présent. Alors, je suis un peu opportuniste, je suis beaucoup en observation de ce qui se passe autour de moi. Et j'avais une amie qui à ce moment-là laissait le plus clair de son temps chez elle, en fait, dans un grand appartement parisien, seule. Et j'ai été interpellée par la relation qu'elle entretenait en fait, avec le lieu. Et tout simplement aussi, en rentrant dans cette maison, j'ai eu l'impression de rentrer dans un pays étranger. C'est-à-dire que dans la maison intégrait un certain nombre de valeurs, de règles, de conduite. Et j'ai pensé à un long-métrage où chaque scène serait comme autant d'actes, permettant de questionner la relation à la maison et les différents sens que cette maison a pour elle notamment. Le film s'appelle Alex, qui est le surnom que je donne au quotidien à cette jeune femme. Dans le film, elle y mène un nombre d'activités quotidiennes, soit domestiques, soit juste de la lecture, des choses comme ça. Et de temps à autre, quand même très souvent, il y a des incursions dans son tâche quotidienne, de la manière dont son corps entre en réaction, peut-être, avec le cadre dans lequel elle évolue. Voilà. Le split screen, c'était pour moi à la fois une manière de travailler la chorégraphie du corps, mais aussi la chorégraphie de l'image en fait, tout simplement au sens visuel et pictural du terme. Et en fait, j'ai très vite perçu que la maison, c'était une métaphore aussi pour l'espace mental. Quand vous êtes chez quelqu'un, l'organisation, l'agencement, les circulations, les espaces, le mobilier, même tout ça, vous pensez énormément sur la personne. Elle écoute sur son corps. Tous les objets qu'elle trouve à sa disposition en fait, dans la pièce. Mais tout indique peut-être c'est une ellipse aussi, puisque la scène, le plan du départ et le plan de la fin, en fait, peut-être c'est quelque chose qui se passe dans son esprit. Parce que le lieu est tellement fort de contraintes. Chez soi, c'est un endroit où on peut être exclusivement soi, mais ça peut être aussi le lieu où on est parfois exclu, on est vraiment subordonné à beaucoup de... C'est ça, même pas, je suis confortable. C'est là qu'on est super limite. Non, mais c'est bien passé pour Elisabeth. Bah ouais, j'ai pris un vidéo si tu veux regarder. Tu me qu'est-ce qu'ils vont nous trouver comme j'ai mon diplôme, tu sais, dans quelques jours. Non, il prend 6 heures là, les gars. On dirait qu'elle va... You said you're looking for someone who will promise never to part. Someone to close his heart for you. Someone to close his eyes. Someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.
be a part of my squad.